comment je fais pour gagner contre la mort. Comment je fais pour faire triompher la vie dans l'espace d'existence qui m'incombe, qui m'est donné. Avoir la foi, c'est la condition sine qua non de l'aventure humaine. Si tu n'as pas foi en toi, en l'autre, en la capacité de quelqu'un à te renverser, ou j'en sais rien, mais la foi, sous toutes ses déclinaisons, tu peux pas t'engager dans la vie. Mais tu trouves pas que la complexité absolue, c'est le lâcher prise? En tout cas, il faut trouver les contextes, quoi. On ne pourrait trop pas lâcher dur. prise du matin au soir. Il y a quelque chose qui... C'est dur de lâcher prise. C'est dur, bien sûr. S'octroyer le droit à soi-même de s'incarner de la façon dont on le souhaite vraiment. C'est pas une mince affaire. Hein. Complètement. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Extase. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir Safia Westphal. Bonjour, chère Safia. Bonjour Nathalie. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Alors, je vais te présenter en quelques mots et je te laisserai peut-être rajouter si tu veux compléter ça. Tu es autrice d'un livre qui a été édité chez Robert Laffont pour tout l'art du monde. Tu es chroniqueuse, tu étais chroniqueuse sur une chaîne de télé belge sur LN24 et dans l'émission Click, dans laquelle en fait tu développes des grandes thématiques philosophiques, mais j'ai envie de dire nos grandes thématiques de vie sous un regard justement philosophique et poétique. Tu es une femme qui a un univers déjà absolument inspirant. J'ai été très touchée et vraiment je me suis reconnue dans plein d'espaces de ce que je découvrais de toi. Tu es assez inclassable, indéfinissable et tu m'as tout de suite fait penser à une citation de Simone de Beauvoir que j'adore, qui dit que rien ne vous définisse, que rien ne vous limite et que rien ne vous assujettisse, que la liberté soit votre substance même. Voilà, et je trouvais que ça te définissait bien. Je suis très touchée, je te remercie. remercie. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose à cette présentation ? Je pense qu'il y a une telle quintessence d'expression que je ne voudrais pas en rajouter davantage. Mais je suis par contre très, très sensibilisée par la citation que tu viens de citer. Bon, Simone de Beauvoir, déjà, c'est une immense femme pour tout ce qu'elle a incarné historiquement. Mais au-delà de ça, et singulièrement la citation dans son caractère générique, je pense que c'est l'essence même de l'existence humaine, en fait. Au-delà de la télévision, au-delà de l'exercice artistique, la non-limitation et la capacité à transcender perpétuellement, je pense que c'est l'aspiration de tous les êtres humains, sauf que ça se décline de façon différente. Et si tu as pu voir ça en moi, j'en suis très touchée, je te remercie. Alors, quelque chose, quand j'ai découvert un petit peu ton parcours, un des premiers éléments qui m'a pas mal marqué, c'est que tu racontes que tes parents, en fait, tu les considères comme tes meilleurs amis. Et il y a quelque chose de beau, c'est que dès l'enfance, ils te considèrent à leur égal. Est-ce que tu pourrais nous raconter ce que ça change dans la construction d'une femme de pouvoir se sentir aussi proche justement de ses parents et d'être considérée au même niveau qu'eux ? C'est fou que tu me parles de ça parce que je pense effectivement que ça a été extrêmement constructeur dans l'évolution de mon identité et dans mon rapport au monde et mon rapport à la vie. Et que tu choisisses ça comme première question, je trouve ça assez original. Je pense que ça a tout fait. Je pense que ça a tout fait parce que ça nous responsabilise en tant qu'être tout de suite dans notre capacité à choisir pour notre propre existence et dans notre possibilité à penser que le monde nous est ouvert. Et dès lors qu'on est trop encadré et qu'on nous donne le sentiment qu'il y a une seule ligne qui nous est donnée ou une seule possibilité qui nous est construite ou préconstruite, on est un peu dépouillé de l'audace qui, je pense, est inhérente à chaque être humain. Tu vois, l'audace un peu innée, pas l'audace acquise. Et cette audace innée, soit par l'éducation, on la rapetisse, soit on la déploie, soit on la grandit chez l'enfant qui devient ensuite l'être humain et qui devient un être en quête. Et moi, ça m'a permis d'ouvrir ma quête. Ça m'a permis de penser que j'avais le droit de mener une quête. Et ça, c'est absolument inestimable. Mes deux parents, ils m'ont offert le droit à rêver et le droit à considérer ma vie comme un voyage et non pas comme une suite d'injonctions. Et je pense que c'est parce que j'avais pas de tabou et que j'avais pas honte d'être moi-même avec tous mes écueils et toutes mes gravités et ma mélancolie. Et donc ça, c'est la dimension positive. Maintenant, il y a aussi peut-être quelque chose d'un peu plus sombre. C'est que ça t'assagit dans la mesure où tu portes en toi, du coup, une forme de mélancolie parce que tu échanges de façon très profonde avec
avec des personnes qui ont un bagage émotionnel plus grand que le tien, vu que ce sont des personnes adultes et toi pas, et tu portes une forme de mélancolie en héritage. Donc je pense que la liberté, elle est toujours au prix. L'absolue liberté, en tout cas le désir d'absolue liberté, parce qu'on n'est jamais tout à fait libre, il va toujours de pair avec une forme de mélancolie. Et moi, je scie un peu entre les deux. Entre une mélancolie parfois excessive et un désir de liberté qui me sauve de cette mélancolie. Et c'est comme une forme de dialectique permanente. Et, donc, c'est ma croix, et je la porte comme ça. Et tu veux dire que est-ce que les sujets de grands, quand on les reçoit à un âge assez prématuré, est-ce que ça éteint une forme d'innocence? Ouais, je crois. Je crois que même la question de la mort, tu sais, c'est quelque chose de très abstrait. La finitude, le fait qu'on arrive à ce monde pour le quitter un jour. Je crois que c'est un des premiers trucs que je dis dans mon livre. Il y a une forme d'absurdité inhérente à l'existence parce qu'on arrive à ce monde pour, par définition, le quitter un jour. Et il faut pourtant le remplir de sens. Et en fait, la nécessité de faire sens, elle nous apparaît à ce moment-là, quand on se rend compte qu'on n'est pas, on n'est pas immuable. Et je pense que la prise de conscience qu'on a un être fini, quand ça arrive dans l'enfance, parce que nos sujets, nos échanges nous permettent de conscientiser ça, nous fait en sorte que, ouais, on a une forme de gravité. On a une forme de gravité et un enfant qui porte en lui une forme de gravité, c'est un enfant qui est à la fois fort dans son rapport aux choses et à la fois terriblement fragile. Et il faut pouvoir tout le temps réussir à sublimer la fragilité en force. Et quand tu dois le faire dès l'enfance, ouais, ça peut être compliqué à certains moments, je pense. Alors, au moment de ton choix d'études, tu te tournes vers la philosophie. Ouais. Moi, je suis assez curieuse de savoir, tu te rêvais comme devenant quel type de femme? Est-ce que tu avais des rêves à l'époque? Je sais pas, la Safia de 16 ans, est-ce qu'elle se disait, voilà, je me vois là, ou je me vois être ce type de femme-là? Je pense que, tu sais, ils sont un peu les mêmes aujourd'hui qu'ils étaient il y a 15 ans, tu vois. Parce que, en fait, j'ai toujours voulu avoir une tribune d'expression pour, tu sais, porter ma pierre à l'édifice du monde. En tant qu'individu, on a tous, je pense, il nous est donné la possibilité de participer à cet édifice. Et moi, je me suis dit, OK, comment je fais pour gagner contre la mort? Comment je fais pour faire triompher la vie dans l'espace d'existence qui m'incombe, qui m'est donné? Ben, peut-être en réussissant à porter des messages, des ménages. Est-ce qu'il y a une forme de lapsus, c'est possible, mais une forme de message de façon la plus artistique possible. Parce que je pense qu'on est tous, tu sais, le quotidien, la question du quotidien, c'est vraiment une question qui m'anime beaucoup parce que je pense que le quotidien, il peut être très avilissant parce qu'il peut nous détourner de notre identité première, parce qu'on est soumis à des injonctions quotidiennes et à des injonctions de la vie de tous les jours qui font qu'on doit répondre à des nécessités et des impératifs et qu'on en oublie parfois ce qui fait l'essence même de notre identité. Et je pense que porter des messages, écrire des choses sur l'intime, sur l'intimité d'un être qui peuvent susciter des formes d'identification de manière universelle, parce qu'on a tous trop mal à un certain moment. On a tous envie de mourir d'aimer. On a tous envie de rêver. On a tous envie de faire grand et puis petit. On a tous envie de prendre du plaisir à côté d'un être aimé devant la télévision et puis prendre du plaisir dans des grandes histoires un peu de l'ordre de l'épopée. Tout ça, c'est des émotions qui nous traversent tous. Et parvenir à ma toute petite échelle à faire en sorte que ces émotions qui nous traversent tous, j'en parle et que des personnes se disent « ben moi, je vis pareil ». C'est exactement ce que moi, je porte en moi. Ben, je pense que depuis que je suis gamine, il y a quand même toujours eu cette aspiration parce que depuis que je suis enfant, j'écris, que depuis que je suis enfant, je transmets mes émotions sur le papier et j'ai envie de porter ce message. Je pense que ce qui me singularise dans la démarche d'autres personnes qui ont cette sensibilité à l'écriture, c'est que j'adore que ça passe par la corde vocale. Léo Ferré disait ça. Les mots prennent sens, je paraphrase très mal, mais les mots prennent leur sens, la quintessence de leur sens dès lors qu'ils passent par la corde vocale et qu'ils ne sont pas seulement sur l'objet matériel de la feuille de papier. Et moi, je crois en ça. Je crois que la vibration des mots
par la voix, ça les sublime. Et ce qui, moi, m'a sensibilisée quand j'étais gamine, plus que la lecture, bien que, évidemment, j'ai lu des grands ouvrages qui m'ont façonnée, mais c'est écouter les grands, c'est écouter Léo Ferré, c'est avant toute chose, parce que c'est mon maître absolu, mais même s'il disait ni Dieu ni maître, en tout cas, il m'inspire, il me transcende. C'est écouter Brel, c'est écouter Barbara, et même les propositions plus actuelles, mais cette capacité à mettre en mots nos émotions et le porter par la voix, moi, c'est ce qui me fait triper depuis toujours et c'est ce que j'ai toujours eu envie d'incarner. Peut-être en intuition plus qu'intellectualiser, mais il y a toujours eu de ça en moi, je pense. Mais en tout cas, professionnellement, c'est très vite ce qui s'est dessiné. Que ce soit sur LN24, les chroniques que tu proposais. Est-ce que tu as eu des moments professionnels où tu proposais d'autres choses que ça, justement, ces chroniques qui sont un peu des chroniques d'émotion? Enfin, moi, je te considère, et je l'ai noté, comme une passeuse d'émotion. Wow, et c'est ça qui est fort chez toi, parce qu'il y a déjà quelque chose qui élève la conscience, l'intellect, tu vois. Tu parles à nos cerveaux et tu les nourris, mais en plus de ça, tu mets vraiment cette dimension et ce canal de l'émotion, et presque d'une manière assez théâtrale, mais théâtrale authentique, tu vois, très vraie. C'est assez intéressant que très vite, ça ait pris cette forme aussi dans ce que tu proposais professionnellement. Du coup, comme tu le dis, c'est-à-dire c'est né en toi pour le proposer en télé. Est-ce que c'est les télés qui sont venues à toi en captant en fait cette dimension et cet univers que tu portais déjà? Bah, écoute, déjà, il y a un élément, je pense, que j'ai compris et que j'ai envie de dire. Je ne sais pas si j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais si potentiellement des jeunes auteurs nous écoutent, je trouve que ça pourrait être intéressant de le dire. Tu vois, moi, vu que je viens de la philosophie et que la philo, c'est... enfin, les ouvrages philosophiques, par définition, même contemporains, sont des ouvrages qui sont très hermétiques, où le langage est extrêmement hermétique, où c'est parfois difficile de le pénétrer et de le comprendre d'emblée. Il y a une sorte d'artefact ou de construction de la pensée et de l'expression de la pensée qui se veut extrêmement complexe. Et moi, je me suis à un moment donné soumise à ça. C'est-à-dire que j'écrivais de façon extrêmement soutenue, à un point tel que parfois on pouvait passer à côté des fulgurances que j'essayais de transmettre et que c'était difficile de sensibiliser autrui. Et je me rappelle que j'avais rencontré quelqu'un à l'époque, un artiste que j'apprécie beaucoup et qui est un ami, et qui avait lu un de mes textes et qui m'avait dit, tu vois, c'est joli ce que tu écris, hein, c'est intéressant, mais ça vient pas te chercher là parce que c'est tellement trop construit, trop érudit qu'en fait, ça parle pas aux tripes. Ça parle que à la tête, mais ça parle pas aux tripes. C'est pas ça dont les gens ont besoin. Et je me suis dit, putain, mais c'est vrai en fait. Et là, j'ai compris que pour aller chercher qu'on ne parle bien qu'en parlant aux émotions. C'est pour ça que quand tu dis que je suis une passeuse émotions, c'est le plus beau compliment que tu peux me faire parce que on ne parle bien que pas. En parlant qu'à la tête, même si tu veux t'adresser à la tête et à l'intellect de l'individu, tu ne peux le faire adéquatement de mon point de vue qu'en passant par le prisme des émotions. Et donc j'ai vulgarisé mon langage, si je puis dire, je l'ai rendu plus accessible. Et souvent quand des jeunes auteurs hyper prometteurs, des gosses de 18-20 ans me contactent en me disant « tu peux lire mon texte ?» Et je me rends compte qu'il y a une recherche de... Moi j'ai un petit frère par exemple qui a énormément de talent et qui écrit très bien et qui parfois en fait complexifie beaucoup pour se hisser à une forme d'intellect littéraire. Et en fait, j'ai envie de dire, enlève du tissu, quoi. Enlève du tissu et essaye de faire quelque chose de plus, qui est plus abrupt, qui va tout de suite s'adresser aux tripes et au ventre. Et donc ça, dans mon cheminement, ça a été fondamental. Et j'ai commencé ça quand si tu lisais mon mémoire en philo, mais les 2 premières pages, tu t'en as marre déjà. Tellement c'est trop, tellement c'est pompeux, tellement... Et quand j'ai été approchée par la télévision, d'abord pour faire quelque chose qui relève plus du journalisme. Et moi, j'aspirais pas à faire du journalisme parce que j'ai pas ce talent. Je suis pas une intervieweuse, je sais pas rebondir de cette façon, j'ai pas l'intelligence pour poser les bonnes questions, j'ai pas cette intelligence d'écoute, c'est un métier très spécifique, j'ai pas ces compétences. Et je sais où sont mes qualités et je sais où sont mes écueils. Et ces compétences-là, je les avais pas. Donc je me sentais pas... C'est pas à la hauteur, c'est juste... Pas à ta place. Voilà, pas à ma place, exactement. Je me sentais pas à ma place. Et donc, on a continué à discuter d'une possibilité de collaboration quand même. Et je leur ai dit, moi, je voudrais faire une chronique. À la base, ils ne savaient pas trop. Puis ils m'ont recontacté, ils m'ont dit, OK, on va faire un essai pour une chronique.
je suis venue faire cette chronique. Et ça s'est bien passé. Et donc, ils m'ont engagée. Et il se trouve que ça a pris et que j'ai eu la chance que ça prenne grâce aux réseaux sociaux. Parce qu'on est dans une ère où, aujourd'hui, c'est ça qui nous permet potentiellement de voyager dans le cœur des gens. Et voilà, ça s'est fait de cette façon-là. Mais j'aurais très bien pu le faire d'autre manière que par le prisme de la télé. Quand je collabore, tu vois, j'ai notamment collaboré avec Sofiane Pamar. Ben là, je lisais les textes d'un autre artiste, du manager de Sofiane Pamar. C'était pas mes textes, moi j'étais narratrice de son concert à Bercy. Et là, c'était que ma voix. Mais j'ai adoré faire ça aussi. Parce que je pense que me mettre au service des mots, mettre ma voix ou mon écriture, mais mettre ma voix au service des mots des autres, ça me fait tout autant triper. Ce que j'aime, c'est juste faire triompher l'émotion. Je pense que tu as tellement bien résumé les choses en disant ça. Ouais, puis peut-être que le canal, c'est que tu les ressentes pour les faire ressentir aux autres. Souvent, tu vois, il y a ce cercle vertueux-là que je trouve assez dingue. Si on est nous-mêmes touchés par ce qu'on est en train de lire, en général, on risque d'avoir ce genre de résultat aussi. Je me rends compte que ça me plaît aussi de ressentir les mots des autres. Je le fais moins, je le fais qu'à cette occasion, mais ça ne me dérangerait pas de le faire. Juste les mots, en fait. Ma vie, c'est les mots. Et je pense que c'est cool de les faire exister dans l'écriture, de les faire exister dans la voix, dans la musique, qu'importe. Mais donc, j'ai pas de... Tu vois, tu parlais du fait d'être inclassable, c'est un handicap immense, en fait, paradoxalement. Tu trouves ? Parce qu'on est dans une société, et notamment en France, où on a, tu sais, les productions, etc., aiment bien pouvoir étiqueter. Et je sais que moi, c'est difficile de m'étiqueter, mais ouais, parce que j'adore les mots. Et j'adore aussi quand des personnes qui sont sensibles à ce que je fais, éventuellement, m'écrivent leurs mots à elles et leurs pensées, et qu'on commence à en discuter. Des personnes que j'aurais jamais rencontrées dans la vie. J'aurais pas pu parce qu'on vit dans des sphères différentes, dans des pays différents parfois. Et grâce à l'ère d'Internet et grâce au métier que je fais, je peux rentrer en communion avec elles, discuter avec elles, me nourrir de leurs pensées et accéder à une vision de l'existence à laquelle j'aurais pas jamais pu accéder dans d'autres dimensions. Mais c'est... Que demander de plus, quoi. Partager de la poésie. Oh là là. Du coup, comment c'était de monter sur scène à Bercy, justement ? J'étais voix off, donc je ne montais pas sur scène. Okay. Donc j'ai entendu ma voix, par contre, dans l'enceinte de Bercy. Et incroyable, hein. Incroyable. C'était une expérience fantastique. Et j'ai adoré... j'adore collaborer avec des artistes et j'adore découvrir de nouveaux horizons, en fait, tout le temps. Je suis avide de ça. Je suis avide de... C'est pour ça que le concept de la transcendance tel que tu le portes, je le trouve génial, parce que pour moi, il n'y a que ça dans la vie. Transcender de toutes les façons possibles. Et transcender, parfois, c'est juste... Tu sais, j'ai une amie qui est professeure et qui apporte à des jeunes étudiants la possibilité de trouver foi. Parce que pour moi, la foi, c'est évidemment, il y a la foi religieuse que je respecte et qui est pour moi une réponse spirituelle très intéressante. Mais je pense qu'avoir la foi, c'est la condition sine qua non de l'aventure humaine. Si tu n'as pas foi en toi, en l'autre, en la capacité de quelqu'un à te renverser, ou j'en sais rien, mais la foi, sous toutes ses déclinaisons, tu ne peux pas t'engager dans la vie. Et elle, quand elle est en contact avec ses élèves, elle offre à certains cette possibilité de trouver comment s'aligner à l'existence pour avoir la foi. Pour croire, pour avoir l'espoir. Mais ça, c'est une façon de transcender que je trouve fabuleuse. Transcendons de toutes les façons possibles, en se levant à 4 heures du matin pour aller faire du pain qui va ouvrir la journée d'autrui. Il y a tellement de façons extraordinaires de transcender la vie. Et c'est pour ça que je pense que chaque vie est une œuvre d'art et qu'on est tous l'artiste de notre propre vie. Parce qu'on a tous... La responsabilité nous est donnée de trouver les clés pour transcender l'existence, et la nôtre singulièrement, et celle des autres par ricochet. Et je trouve ça fou. Non, puis on peut mettre de la poésie dans, comme tu dis, le pain qu'on va préparer le matin quand on est boulanger, parce que ça va nourrir le corps et le cœur des habitués qui vont venir chercher leur baguette, d'avoir ce lien. Et en effet... affectif quasiment, tu vois, émotionnel en fait. Complètement. Exactement. Et c'était tout à fait l'idée de cette émotion, c'est qu'on puisse de cette émission. J'adore. C'est une grande émotion en fait de vivre avec nos invités, un peu se lâcher prise, c'est-à-dire d'être là
et puis de tisser quelque chose qui est en train de s'écrire, qu'on n'aurait pas pu mesurer avant. C'est ça que j'aime aussi, et peut-être dans l'idée de foi, il y a une idée de lâcher prise aussi, notamment dans l'extase, tu vois, de s'abandonner à quelque chose. Et je pense qu'on vit dans un monde dans lequel on essaye toujours pour bien faire, en fait, de tenir un peu les chevaux, et qu'en fait, c'est tellement bon dans la vie quand on peut aussi se sentir à minima en sécurité. Mais la sécurité, elle peut naître en une seconde face à quelqu'un. Je suis avec toi, je me sens en sécurité, je sens que je peux lâcher prise. Et donc de Mais tu trouves permettre pas que ça. c'est super dur quand même? Le lâcher prise, vraiment. Parce que tu vois, parfois on se dit qu'il nous est donné le droit de lâcher prise. Et que, en fait, la complexité, c'est tu sais, de tenir une sorte de canevas au sein duquel tu chemines de façon Mhm. linéaire, et que le droit et la liberté, c'est de lâcher prise, et que c'est moins complexe, enfin, que c'est une possibilité de rentrer dans une forme de simplicité. Mais tu trouves pas que la complexité absolue, c'est le lâcher prise? Bah, en tout cas, il faut trouver les contextes, quoi. On ne C'est pourrait pas trop lâcher dur. prise du matin au soir. Il y a quelque chose qui... C'est dur de lâcher prise. c'est dur, bien sûr. Pour moi, c'est un goal d'existence. Tu vois, malgré, tu vois, je te parle de transcender, etc., mais réussir vraiment à lâcher prise pour être fondamentalement soi, vraiment, être vraiment soi, assumer tous les écueils, toute la vulnérabilité, ne pas être dans un artefact et dans une mise en scène, ne serait-ce que relative, Bien sûr. et juste lâcher et dire, bah voilà, moi je suis ça. Ça vous va ça ou... Et si ça vous va pas, tant pis, c'est tellement dur. Bien sûr. Pour moi, ça c'est... quand tu arrives à faire ça, alors, tu vois, si on me demandait c'est quoi la réussite de l'existence, comment réussir une existence, c'est d'être authentiquement dans un lâcher-prise qui n'est pas une forme de négligence ou d'indifférence, mais de s'octroyer le droit à soi-même de s'incarner de la façon dont on le souhaite vraiment. C'est pas une mince affaire. Hein. Complètement. Non, non, puis dans cette idée de foi, c'est-à-dire c'est aussi ériger les bonnes croyances dans son existence. Je pense que moi, dans le lâcher-prise, je le vois, parfois je ne peux pas maîtriser le futur, mais je peux y placer voilà, toutes les visions qui sont les plus viscérales, les plus proches de mon cœur possible, et d'être certaine de leur réalisation prochaine, un jour, enfin tu vois, et de se créer aussi une vie dans laquelle... de par ce qu'on porte en nous de certains, même si on ne l'a jamais vécu, je pense que c'est vraiment ça la foi, et on écrit un chemin, parce que c'est ça, hein, il y a des gens qui ont osé, tu parlais d'audace tout à l'heure, qui ont osé croire en des choses, alors que peut-être leur environnement, les Ouais. parents leur avaient fait croire que non, ça c'est impossible, range ton désir, c'est pas pour cette vie-là. Tu vois, de garder, c'est hyper important cette audace dont tu parlais. Ah, en fait, c'est très intéressant parce que tu vois, au début de l'interview, tu me disais qu'est-ce que ça t'a apporté ce rapport horizontal avec tes parents, et j'ai essayé de t'offrir une réponse. Mais en fait, c'est ça. En fait, ils m'ont octroyé la possibilité d'avoir foi de façon à 360, de croire en moi, de croire au fait qu'il n'y avait pas de frontières. Et pour moi, ça, c'est un modèle d'éducation qui est à la fois fantastique et à la fois vertigineux. Je trouve que le lien que tu fais, la boule que tu fais, elle est intéressante parce que c'est ça, en fait. C'est ça. Et quand on te donne ça à la base, évidemment qu'il y a mille façons de tomber qui font que dans certains moments, tu vas en être privé, tu vas devoir reconstruire. Mais quand même, quand dans ton foyer initial, on t'a donné ça, il y aura d'autres formes de complexité, d'autres formes de violence que tu ressens intrinsèquement en termes de tristesse, etc., etc. Mais fondamentalement, tu pars avec ça. C'est génial. Mais ça ne veut pas dire que tu l'as de façon acquise. Tu vois, dès lors que tu souffres dans ta vie, dès lors que tu as des désillusions, des épreuves, il faut tout le temps reconstruire. La foi, c'est le bien le plus précieux qui nous est donné, en fait. Parce que quand tu perds, quand tu n'y crois plus, c'est fini. Ouais, et puis quand tu as le cœur brisé, Tu n'y crois c'est très plus. compliqué de... Quand tu as le cœur brisé, Ouais. tu n'y crois plus. Quand Et t'as puis plus... tu te mets à contrôler les choses, ton Ouais, environnement, tout. exactement. Ouais. Parce que tu veux garder la face, parce que tu veux pas montrer que tu as envie de crever, en fait. Enfin, tu vois, Complètement. évidemment, j'extrapole, Non, mais non, tu mais vois. c'est ça. Et tu veux pas montrer, quand tu as été blessé, tu veux pas montrer qu'en fait, tu as perdu confiance et que tu te regardes plus de la même façon. Tu vois, on vit dans une société en plus où, et notamment sur la question. Moi, je sais que je me suis jamais sentie vraiment précarisée en tant que femme dans les premières années de ma vie, et que parfois ce concept de patriarcat, je savais qu'il existait parce qu'il était tangiblement démontrable, mais intrinsèquement dans mon cœur et dans mon ventre, je ne le ressentais pas tant que ça. Et puis après, je suis rentrée dans l'univers télévisuel, et puis je suis devenue une femme et plus une gamine. Et je me suis rendu compte que, ben si, en fait, c'est vrai que
cette injonction au contrôle, à devoir incarner telle chose, ça pèse évidemment aussi sur les hommes. Je veux pas être dans une perspective genrée. Je sais en plus, il n'y a que des hommes dans ton équipe, donc je voudrais pas... Il y a beaucoup de femmes comme invitées. Donc... non, mais je veux dire, tu vois, évidemment qu'il y a des hommes et des femmes qui nous écoutent, je ne veux pas les offenser, mais je trouve que sur la femme, il y a une telle injonction au contrôle que le lâcher-prise, il n'en demeure que plus complexe, enfin, il n'en est que plus complexe. Et la puissance féminine, c'est de parvenir à dire je me soustrais aux injonctions qui me sont imposées perpétuellement dans ma vie quotidienne, professionnelle, intime. C'est super difficile. Et dès lors que tu rencontres des épreuves dans ton existence, ça n'en est que plus compliqué, tu dois reconstruire tout le temps. Tu sais, justement, de Beauvoir, elle disait les droits qu'on acquiert, je la paraphrase encore une fois, très probablement mal, mais les droits qu'on acquiert ne sont pas immuables. Il suffirait d'une crise politique ou autre pour les enlève. Et donc il faut rester vigilant. Pareil dans le rapport de gratitude et d'épanouissement et de foi et d'espoir quant à l'existence. Quand on est traversé par ça, ce serait candide de penser qu'on l'est de façon définitive et qu'on l'a acquis et que c'est bon, on y est. On peut perdre toute forme d'espoir et de confiance en son déploiement du jour au lendemain et avoir eu le sentiment que ça n'était qu'illusion. Et il faut quand même pouvoir toujours réinventer sa capacité d'émerveillement quant au simple fait d'être là, en fait, et d'exister, et de pouvoir modeler sa vie pour en faire le royaume dont on a envie qu'il soit l'image, en fait. Et waouh, quelle responsabilité de l'individu humain, mais quel kiff aussi, quoi, tu vois. C'est toujours... il y a toujours une sorte d'antagonisme dans la vie entre ces deux pôles. Le bonheur inouï et puis les enfers. Comment faire une dialectique de ça pour être un être construit et heureux. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu aimes la femme que tu es ? Comment tu te sens avec elle ? Ça dépend tellement des jours, je t'assure. Okay. Ça dépend parfois même des heures. Enfin, je veux dire, il y a des moments où je suis fière du chemin que j'ai parcouru, du lien que j'essaye de créer avec les âmes d'autrui, justement ma détermination à continuer à croire, à espérer, à avoir foi en moi. Il y a des moments où je suis fière et des moments où je vois ma beauté au sens non pas esthétique mais générique, tu vois. Et il y a des jours ou des heures où je me dis que c'est compliqué. J'ai pas de rapport de stabilité. Je pense qu'il y a une forme d'alignement, ça oui, mais pas de stabilité dans mon rapport à moi-même. Il est très fluctuant, vraiment. Mais oui, je pense que je ne me déteste pas en tout cas. Non, puis peut-être on sent chez toi, en effet, déjà évidemment la dimension artistique, mais de créatrice, c'est-à-dire qu'on te sent féconde de beaucoup de choses et peut-être aussi d'un rapport à soi-même qui est en gestation. On a des périodes de vie, on a des déceptions aussi. Je pense que c'est parfois réécrire une nouvelle part de vie, tu vois, une nouvelle décennie qui va ne plus forcément ressembler aux repères qu'on avait avant. Je pense qu'on se réinvente beaucoup. Et il y a des grands moments de nos vies et des émotions pas toujours agréables. On peut ressentir, je sais pas, des formes de tristesse immense, de désespoir. Et après ça, on n'est plus la même. Et c'est comment on continue à prendre par la main. Moi, j'aime bien cette idée de me dire, je prends Nathalie par la main, tu vois, je l'accompagne. Et je veux être cette personne-là pour elle, tu vois. Donc ça fait très schizophrène. Non, pas du tout. Mais c'est souvent la vision que j'ai pour mieux saisir, OK, comment je prends soin de cette femme ? Parce que finalement, c'est ma responsabilité depuis ma naissance jusqu'à ma mort. C'est drôle parce que ma maman, elle me dit, quand je suis triste, elle me dit tu dois t'occuper de toi comme d'un enfant vulnérable dont tu t'occuperais. Vraiment, tu vois, tu dois... et je suis d'accord avec cette idée et j'adore ta métaphore de dédoublement de soi et du fait de se prendre par la main. Je trouve pas du tout ça schizophrénique, ou alors on l'est tous, ou alors on devrait tous l'être. Ouais. Mais par contre, tu vois, je pense que j'avais écrit sur ça récemment. D'ailleurs, pour l'anecdote, je l'avais mis sur mes réseaux et j'avais trouvé ça tellement intime que je l'avais enlevé, je l'avais retiré. Mais du coup, je le dis ici. Ça aussi, dans nos allers-retours, c'est très...
Moi, je me suis jamais connue dans des allers-retours et récemment, je ne fais que des allers-retours avec les choses. C'est-à-dire, je publie des choses, j'en enlève, ou Ouais. j'ai une idée, mais finalement, je reviens dessus. Ça aussi, c'est Bah parce intéressant. que c'est difficile, tu vois, vu qu'on essaie en tout cas, moi dans ma démarche, j'essaie de passer de l'intime à l'universel, donc parler de l'intime pour que ça puisse avoir une portée universelle, mais parfois, C'est du ton coup, tu te dis, jardin. est-ce que c'est pas trop intime Ouais. en fait, tu vois? Et j'avais dit que, tu vois, on parle de l'amour-passion, et on dit que l'amour-passion, ben, c'est une relation à la fois extraordinaire et à la fois destructrice entre deux êtres. Et moi, je pense que mon rapport à moi-même, c'est un amour passionnel. Je pense qu'en fait, le rapport à soi peut être un amour passionnel, c'est-à-dire que pour moi, l'amour-passion, c'est une sorte de dialectique entre l'émerveillement, l'intensité et la détestation. Tu vois, tu passes par des moments où tu aimes tellement l'autre, parce que ça déborde, et des moments où tu le détestes. Et donc, du coup, c'est une relation qui est extraordinaire et qui est à la fois déconstructrice. Constructrice et déconstructrice. Ben moi, je pense qu'il y a des êtres qui ont ce rapport à eux-mêmes, ce rapport passionnel où il y a des moments où ils s'aiment profondément et des moments où ils se détestent. Et pour moi, c'est ça le narcissisme. Quand on dit, et c'est pas grave d'être narcissique, mais quand on dit le narcissisme, c'est le fait de s'aimer tellement, tellement. Non, je pense que les personnalités qui ont une dimension un peu narcissique, le cas quand même de beaucoup d'artistes, elles passent elles aussi entre l'amour d'elle-même et la détestation. En fait, c'est une névrose de soi, dans une Ouais, et certaine c'est une mesure. forme de toxicité Oui, relationnelle, voilà, mais à notre à échelle, notre quoi. échelle. Donc, je pense que oui, il y a des moments où je peux passer par ce rapport passionnel à moi-même, où je scie entre ces extrémités. Et il y a des moments dans ma vie d'alignement où tout simplement j'ai une distanciation, comme tu le dis, un dédoublement par rapport à moi et où justement je me tiens par la main. Ben pour moi, il n'y a rien de plus sain. C'est tout sauf schizophrénique. Et donc, du coup, je ne pense pas qu'on ait toute sa vie de façon linéaire dans une... ou alors c'est fantastique si on l'est, mais en tout cas, moi, à titre personnel, je ne suis pas de façon linéaire dans des phases où je me tiens par la main de façon saine et je fais une promenade de santé. Il y a des moments où je passe dans des rapports de toxicité à moi, parce qu'on vit dans une ère où le rapport à l'image, le rapport à... Il y a juste une chose que j'ai réussi depuis quelques années, peut-être avant que je commence la télé et que je commence une carrière publique, c'est que j'ai compris qu'il y avait une chose qui était fondamentale, c'est la célébration de l'autre, savoir célébrer l'autre et savoir être fondamentalement, s'enrichir, se nourrir de l'autre et être fondamentalement heureux de sa brillance et de sa façon d'irradier, et singulièrement envers les femmes. Il y a une chose que j'ai acquise, parce que je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose d'inné, quoi qu'on en dise, c'est mon rapport de célébration et de non-compétition et de non-comparaison aux autres femmes. Savoir leur dire qu'elles sont belles, savoir être sensible. Et tu vois, je trouve que dans le concept même de ton émission et dans tes propositions, c'est ce que tu incarnes. C'est-à-dire que contacter une femme pour lui dire « j'adore ce que tu fais, j'adore ce que tu incarnes, je vais me plonger dans ton univers pour qu'on discute de toi », ben, ça veut dire plein de choses fantastiques et très poétiques, mais notamment que c'est exactement ce que tu incarnes. C'est pour ça que j'ai dit oui tout de suite aussi. Parce que des femmes belles, intelligentes, qui tendent la main aux autres femmes parce qu'elles adorent leur art et ce qu'elles incarnent, sans sentir, sans vouloir instaurer de compétition, mais qui se disent justement on va se porter, on va discuter, mais c'est génial. Enfin, et ça, c'est ce qui m'a sauvée d'à peu près tous les écueils de ma vie ces dernières années. C'est de savoir que les autres sont mes alliés, mais singulièrement les femmes sont mes alliés. Ça, c'est important, je pense. Donc mon rapport à moi, il fluctue, mais ça, c'est un leitmotiv de ma vie qui fait que je sais comment me situer par rapport aux autres. Parce que quand je vois ça chez les autres, je sais que je peux aller vers eux. Je sais que c'est les bonnes personnes pour cheminer, le temps d'un instant ou le temps d'une vie, ou le temps d'un chapitre de vie. Je m'éloigne des personnes qui ont une énergie un peu contraire à ça. C'est un peu mon radar. Okay. Parfois, mon radar est biaisé et je me trompe, mais ouais, c'est comme ça que je chemine dans l'existence, en tout cas. Ouais. Je ne sais pas si tu partageras cette vision aussi, mais c'est marrant avec les invités d'Extase, là, donc quand on a nos spectateurs qui me font des retours sur YouTube, ils me disent « Ah, c'est fou, vraiment !» Alors, ils le disent par rapport aux hommes, parce que logiquement, ils vont se dire « Nathalie, hétérosexuelle ». Donc, c'est marrant, le premier invité, j'ai reçu beaucoup ce message qui disait « Ça se voit qu'il se passe quelque chose ». Alors, tu sais, intérieurement, j'étais là,
attendez de voir les autres. Et en fait, je crois qu'avec chacun des invités, ce qui se passe, et je ne sais pas si tu partages cette vision, moi, j'ai besoin de tomber amoureuse. C'est-à-dire que je ne le vois pas qu'au niveau de l'affectif du couple. J'ai besoin de tomber amoureuse partout, tout le temps. C'est ma vision de l'extase. Et donc, chaque invité qui se met en face de moi, là, dans ce plateau, sur ce plateau, je suis déjà tombée amoureuse. Donc, en fait, il y aura toujours ce truc. Donc, c'est bien qu'on en parle et que les gens le sachent, parce qu'il y aura toujours cette sensation de, OK, là, il y a... Je ne sais pas si c'est une forme de séduction, de lien. De toute façon, c'est la relation. Il y a de la tendresse, il y a de l'admiration. Là, moi, j'assiste au spectacle de ce que t'es et je suis là sur mon siège et je me dis waouh, tu vois, et je me prends une dose de poésie, de beauté, de grâce en fait. Et c'est vraiment exactement l'empreinte que j'ai ressentie en te rencontrant. Alors, je te connais depuis avant cette proposition d'interview, je te suivais depuis un petit bout de temps, mais est-ce que ça te parle cette idée d'avoir besoin de ressentir notre cœur battre, mais de pas juste le vivre à des endroits spécifiques de nos vies, mais de le vivre tout le temps? Est-ce que ça pourrait être un beau conseil qu'on pourrait donner aux gens, de sentir qu'on peut tomber en amour, mais tu vois, de plein de formes? Écoute, déjà, 2 expressions sublimes. J'ai besoin de tomber amoureuse partout, tout le temps, quelles que soient les modalités de cet amour sublime. Et je me prends le spectacle de ce que tu es. C'est magnifique. Et je suis auteure, donc vraiment, je t'assure, je suis sensible. Magnifique, il faut écrire là-dessus. Il faut que tu écrives un truc là-dessus, parce que je trouve ça magnifique. Et je trouve que si on pousse encore plus le truc, c'est comme si tu tombes en amour, tu tombes amoureuse, et donc du coup, tu sollicites parce que tu es déjà amoureuse, et tu veux rendre le spectateur qui suit ton émission amoureux. Complètement. Tu vois, je trouve ça génial comme concept. Tu vois, ça devrait être vraiment le descriptif de ton émission. Je trouve ça génial comme concept. Ça, mais... J'adore, tu vois, c'est fantastique. Mais ça rejoint les émotions. On disait, oui, voilà. Oui, bien sûr. Mais c'est une façon de le mettre en mots que je trouve super originale et que j'adore. Enfin, vraiment, pour moi, il faut vraiment écrire un texte là-dessus. Je trouve ça génial. N'ai pu écrire que sur l'amour jusqu'alors. J'ai écrit 4 bouquins et ça transpire l'amour tellement. Je pense que c'est mon obsession. Oui, parce qu'en fait, l'amour, c'est une déclinaison. Enfin, c'est ça que tu disais, il y a tellement de déclinaisons du sentiment d'amour, en fait. Et ça, on a tendance à parfois le figer dans le rapport de réciprocité entre un homme et une femme, ou une femme et une femme, un homme et un homme, soit. Enfin, je veux dire, tu comprends, dans le rapport de séduction au sens traditionnel du terme. Mais la séduction, c'est... C'est une intelligence relationnelle. Voilà, tu as parfaitement fini ma phrase. Donc oui, le concept me parle complètement et je trouve qu'il a une portée poétique qu'il faut exploiter, vraiment. Dans cette émission et même au-delà d'ailleurs. Ouais. En préparant cette émission, comme je te disais, j'ai plongé dans ton univers. Là, tu citais un peu tes gens, comme tu le dis, j'adore. Léo Ferré, Jacques Brel et Barbara notamment. Il y a une chanson que j'ai écoutée en boucle. Alors, je ne sais même pas si c'est une chanson que t'aimes de Barbara, mais Dis quand reviendras-tu, je l'adore. Voilà, qui m'a filé des frissons à un point absolu. Je n'ai pas la vertu des femmes de marin. J'adore cette phrase. Ah là là, j'adore. Du coup, elle m'a inspiré une question, Barbara. Donc dans cette chanson, elle dit que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Tu en parlais un petit peu tout à l'heure du rapport au temps. Quel est ton rapport au temps? Comment tu t'inscris comme ça année après année? Comment tu vis le fait de vieillir, de grandir, de maturer? Honnêtement, jusqu'à mes 30 ans, très bien. En fait, j'avais pas du tout de conscience. En fait, c'est très paradoxal parce que j'avais complètement mesuré la finitude, enfin l'existence de la finitude. J'avais mesuré que j'étais un être fini, donc par définition, j'allais m'en aller un jour. Moi, je suis terriblement angoissée par la mort parce que ça implique, dans l'idée de l'inexistence infinie, d'arrêter d'exister pour toujours. Je trouve ça vertigineux. Mes rapports à la vieillesse, pour moi, c'était complètement abstrait. Quand j'avais... et on parle d'il y a 2-3 ans, tu vois. Mais quand j'avais 28 ans, je me disais, ouah, je suis large. Et puis quand je suis passée du côté de... Enfin, je suis rentrée dans la nouvelle décennie, je me suis dit, ah ouais, ok. Il y a une forme de... Je l'ai enduré de façon pas violente, mais j'ai senti la précarité de ma condition de femme. En fait, je corrèle la dimension de négativité relative du temps qui passe à ma condition de femme. Et pour la première fois, je sens le privilège qui incombe aux hommes dans leur sérénité à vieillir, qui nous est donné un peu plus, mais quand même. Tu vois, c'est quand même pas encore... On n'a pas acquis dans l'imaginaire collectif le même droit à rester belle, encore une fois, je l'entends au sens générique,
pas seulement esthétique, mais à rester belle et dans la force de notre déploiement de la même façon que les hommes. Et ça, c'est la seule chose, c'est ce qui me gêne le plus avec cette notion du temps qui passe, c'est que ça creuse un écart en termes de privilèges ontologiques et d'existence dans le cheminement d'un homme et celui d'une femme. Ça, c'est quelque chose que j'ai mesuré, que je ne mesurais absolument pas. Pourtant, je ne le vis pas en termes de violence quotidienne. Je n'ai jamais ressenti que j'étais précarisée à titre personnel parce que j'avais dépassé l'âge de 30 ans. Mais moi, dans mon corps, donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de politique que j'ai intégré de façon consciente pour que ma corporéité réagisse, pour que ça crée une forme parfois d'angoisse ou de doute. Donc ça, c'est la première réflexion que je me suis faite. Sinon, la temporalité, ben, tu sais, je pense que c'est, je ne sais plus si c'est Richard Gere ou Meryl Streep, ou je ne sais plus qui a dit que c'était un privilège de vieillir parce que ça veut dire qu'on est encore là et qu'il faut pouvoir le voir comme ça. Je trouve que c'est une belle phrase et c'est très louable, mais je trouve que c'est un peu facile quand même. En fait, tout dépend de... Moi, le temps ne me dérange pas dès lors que j'arrive à me sentir libre et épanouie. Je pense que la question du temps, elle est toujours corrélée à la question de est-ce que dans ce chapitre de ma vie, dans cette époque de mon existence, je suis alignée à l'individu que j'avais envie d'être, que j'avais projeté, ou non. Et je ne pense pas, encore une fois, que la réponse, elle est donnée une fois pour toutes. Il y a des jours où je me dis, ouais, grave, je suis contente de la femme que je suis contente de ce que j'incarne, je suis contente de l'authenticité que je parviens relativement à incarner. Et il y a des jours où je me dis, non. Et cette oscillation, elle est très inhérente à mon identité. Et je pense qu'il faut pouvoir le dire, on a le droit... On a tous le droit. C'est vrai parce que ça me pense à la chanson de Liane Folly. D'ailleurs, c'est une reprise, mais ça vit ou pas, enfin soit. Mais donc, on a tous le droit, pardon pour le truc un peu propagande. Oui, voilà. Pardon pour le truc un peu propagande, message politique. Genre, on a tous le droit. Mais on a tous et toutes le droit d'aimer sa vie ou pas. Ouais, mais en fait, de ouf. Et de s'aimer ou pas. Et d'osciller, en fait. Et de pas avoir une réponse une fois pour toutes. Mon rapport au temps, parfois, il est super serein. Pendant 3-4 jours. Et je me dis, c'est génial parce que je suis dans la meilleure décennie de ma vie. Parce que, en tout cas, elle est décrite comme telle quand même, la trentaine. C'est une décennie à la fois de relative stabilité parce qu'il y a un alignement à soi qui est un peu plus appuyé et à la fois de continuité de la découverte et d'exploration de soi. Un temps de pression de décision. Oui, et il y a des moments aussi où je me dis, mais parfois je me trouvais plus sage et plus sensée à 25 ans qu'à 30 ans, quoi. Et ça, c'est particulier. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'avec l'âge qui passe, il y a même, moi je ressens personnellement, des angoisses, tu vois, des choses, des tocs, des... Ah, des tocs. Ouais, voilà. Ça, par exemple, à ma vingtaine, moi aussi, je ne le voyais pas. Oui. Et t'as quoi comme toc? Ah bah là, typiquement, en venant ce matin, le fait de penser avoir oublié le fer à repasser, alors que je n'ai rien repassé, tu vois. C'est vraiment te dire que c'est tout à fait dans ma tête. Et c'est des choses où ça ne me traversait pas spécialement à la vingtaine. Je me sentais plus libre de certaines choses. Et qu'en effet, je me dis, ah oui, le temps qui passe, il vient aussi. Alors, c'est peut-être faire grandir des graines. Hein. Peut-être que la graine de l'angoisse, elle était là quand même. Et c'est juste qu'elle n'avait pas assez poussé pour que je la voie. Mais tu vois, je vois fleurir des choses et je me dis, ah oui, ah bah d'accord. Donc, ça fait partie aussi peut-être des sujets à prendre en charge à certaines périodes de nos vies. Je crois que c'est ça. Puis, on re-rencontre différentes versions de nous. Un renouvellement de notre rapport à la liberté. Qui est un peu différent du rapport à la liberté qu'on avait en étant dans la précédente décennie et qui sera probablement différent du rapport à la liberté qu'on aura dans nos années futures et dans les autres chapitres de nos existences. Mais ouais, j'entends ce que tu veux dire sur la question de l'angoisse et sur la question de certaines choses qu'on avait en puissance en soi et qui s'actualisent
Mais je pense qu'au-delà de l'âge, je pense que le cheminement de l'existence, il est tel que ce qu'on a en puissance doit, par définition, s'actualiser. Ou alors être complètement transcendé. Mais en tout cas, ça doit d'abord s'actualiser pour être dépassé. Tu vois, c'est toute la question, tout l'équilibre à trouver entre l'inné et l'acquis, en fait. Tu vois, qu'est-ce qu'on avait en soi, en puissance, qu'on actualise et qui nous enrichit et qu'on solidifie ou qu'on dépasse. Qu'est-ce qu'on a envie de dépasser et qu'est-ce qu'on a envie de sublimer pour que ça devienne encore plus partie prenante de nous-mêmes. Ouais, peut-être que c'est des questionnements qui prennent une plus grande dimension dès lors qu'on arrive à une certaine étape de notre cheminement. Ouais, possible. Est-ce que tu aimerais continuer d'avancer avec cette mélancolie que tu décrivais? Est-ce que tu veux l'emmener avec toi à travers les années? Eh ben, tu vois, je disais qu'il y avait des choses qu'on pouvait décider de transcender, mais je pense qu'il y a des choses qui sont absolument impossibles à contourner chez certains individus, des caractéristiques qui sont tellement fondamentales à notre essence qu'elles ne peuvent pas nous quitter. Et la mélancolie, c'est l'élément de base de tout ce que je suis. Et c'est ce qui m'a permis de sublimer, c'est ce qui m'a permis d'être heureuse. Enfin, c'est parce que j'ai ça en moi et qu'elle prend des visages différents. Ça, oui, elle prend des visages différents parce que parfois, elle prend le visage de la beauté, parfois, elle prend le visage de la vulnérabilité, parfois, elle prend le visage de la résilience et de la force, parfois, elle prend même le visage de la légèreté. Parce que pour compenser la mélancolie, il faut pouvoir se réfugier dans une forme de légèreté, tu vois. Mais ça, je ne peux pas la fuir. C'est ma compagne, c'est mon double, c'est mon ombre. La mélancolie, c'est l'autre reflet de moi-même, en fait. Donc, même si je le voulais, ça, par contre, je peux décider quelles sont mes méthodes et mes stratégies de dépassement ou de sublimation de cette mélancolie. Mais je pense qu'un artiste, je peine à croire qu'en étant artiste, tu ne portes pas en toi une forme de mélancolie. J'allais te poser la question. Est-ce que les artistes ont cette forme de génie, tu vois, liée justement à la mélancolie? Un petit peu comme on l'a toujours imaginé, hein, tu vois, on a cette image des artistes un peu torturés. Après, c'est pas tout à fait ce qu'on est en train de dire. C'est encore deux choses différentes d'être torturé et d'être mélancolique. Mais en fait, c'est la direction qu'on donne à sa mélancolie, tu vois. Justement, je te disais, la mélancolie, elle peut prendre plusieurs visages. Et soit tu t'en extires pour la sublimer en faisant... soit il y a une forme de complaisance dans cette mélancolie qui peut devenir le visage de la torture. Mais donc, c'est en fait, quelle stratégie tu mets en place pour la modeler et pour en faire quelque chose qui... Pour l'alchimiser. Pour transformer la... Ouais, exactement, pour l'alchimiser. Pour transformer le chaos en beauté, quoi. Et quand tu parlais de génie, ben, en fait, ça, c'est... Je ne veux pas hiérarchiser, mais il y a une forme de gradation. Il y a les stratégies pour transcender la mélancolie, en faire une forme de beauté. Et puis, il y a des êtres comme Brel, comme... Enfin, tu vois, je prends Brel comme exemple parce que c'est ce qui me vient en premier. Mais je veux dire, Romy Schneider, je trouve que c'est, tu vois, l'exemple même de la femme dont on voit jusqu'au trait du visage la mélancolie et qui l'a sublimée d'une façon qui relève du génie. Mais ce degré de sublimation et cette capacité à rendre sublime la mélancolie, c'est une poignée d'individus humains que j'admire et qui sont mes phares. Qui sont tes gens. Qui sont mes gens, de ouf, qui sont mes gens. Exactement, ouais. Il y a une phrase que tu as prononcée, et je me demandais si c'était pour toi une forme de définition de l'extase, être bouleversé par tout et tout le temps. Est-ce que ça t'évoque l'extase? Ouais, je trouve ça super beau. Et en fait, une extase pas choisie, tu sais, une extase qui déborde, quoi, qui est plus grande que toi. C'est-à-dire, tu peux choisir d'aller vers l'extase, construire ton extase, tu vois, dans la séduction, dans la passion, dans l'exploitation de la passion, dans la réalisation, dans les moments de vie, dans le verre qu'on va aller prendre avec une clope après, tu vois ce que je veux dire, potentiellement. Et puis, il y a l'extase qui est plus grande que toi.
Et être bouleversé par tout et par tout le monde, c'est plus grand que toi, en fait. Tu vois, il y a une phrase de Flaubert qui est trop belle, je crois que c'est dans Correspondance, où il dit il ne faut pas que je le paraphrase, il faut que je la retrouve telle qu'elle. Non, mais tu paraphrases merveilleusement bien depuis tout à l'heure. Juste C'est comme ça, gentil. PS. Je suis douée d'une sensibilité absurde. Ce qui érafle les autres me déchire. Bah ouais. Et donc, du coup, parfois, ça suscite une extase extraordinaire et parfois, ça te retourne en toi-même, quoi. Tu tombes en toi-même. Parfois, je tombe en moi-même. Et parfois, je tombe en moi-même et je dois montrer à autrui que je tombe pas. Et ça pourquoi ? c'est parce qu'ils ne le méritent pas. Parce que tout le monde ne mérite pas de voir Oui, que là, je suis en train de tomber. Tu vois, ça dépend de l'interlocuteur. Je trouve qu'il y a des gens qui ne méritent pas de savoir que là, je tombe. Et quand ils ne le méritent pas, je ne leur donne pas à voir. Ou alors, si je leur donne à voir, c'est que je n'ai pas réussi à trouver une stratégie de sublimation telle que je la décrivais. Mais je trouve que parfois, réussir à marcher tel un funambule sur le fil de ton destin et te refuser à tomber factuellement, même si tu tombes en toi-même. Mais tu sais, c'est comme... Tu as déjà vu la vidéo qui a tourné à un moment donné sur les réseaux? C'est une œuvre performative d'un gars qui monte sur des marches. Je vois très bien. Et puis qui il retombe sur un tombe, trampoline. et il revient comme ça. Tu vois, ben, pour moi, ça, c'est la performance même. Enfin, c'est une sorte de mise en abîme ou de métaphore de cette... moi, je trouve ça fantastique, ce genre d'œuvres qui ont une portée métaphorique aussi grande. L'art contemporain, dans cette dimension-là, je le trouve très fort, très visuel, mais l'art visuel contemporain de cette façon, je trouve ça magnifique. Et je trouve que ça donne vraiment à voir la capacité à tomber en soi-même, mais à revenir sur la marche pour continuer à montrer ce qu'il y a de force en toi et à transcender. Et quand tu te laisses tomber, choisis les bonnes personnes. Tu as le droit de tomber. Tu as le droit de tomber face à l'autre même, pas juste de tomber en toi. Tu vois, tu peux donner à l'autre l'accès à la chute qui est en train de se produire en toi-même. Mais choisis devant quels yeux. Dans quels yeux tu as envie de te regarder tomber. Parce que dans certains yeux, tu seras toujours très très belle. Parce que c'est la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Bon, ça, c'était un peu facile, tu vois. Mais Wilde avait Non, mais c'est raison, pas tu faux, vois. c'est le reflet qu'ils vont te renvoyer. Ouais, c'est ça. Tu vois, et la stratégie d'existence, c'est de te dire, OK, il y a certaines personnes qui méritent de voir cette vulnérabilité parce que ensemble, on va faire quelque chose de beau de ça. Et il y a d'autres qui méritent de voir autre chose. Et moi, je choisis mes interlocuteurs. Et je peux parfois prendre beaucoup de plaisir à être face à ceux devant lesquels je vais montrer une autre dimension de moi-même qui est authentique aussi, mais qui est choisie. Qui est choisie, qui est moins contingente, quoi, qui est moins en roue libre. Ouais, qui est plus nuancée. Mais ça me fait penser aux conseils que ta maman te donnait. Je pense qu'il faut se protéger soi-même de certains regards. Il y a des gens qui nous abîment. Se prendre dans les bras. Et il y a des gens qui nous réceptionnent, en fait. Exactement. Un peu comme ce trampoline, métaphoriquement, qui nous fait rebondir. Et toute la complexité, c'est de savoir les distinguer. Et je trouve que quand on est... C'est peut-être ça la différence, c'est peut-être ça qu'on acquiert avec les années. Comme on parle, comme si on avait... Mais tu vois... mais je veux dire, c'est quand même... On se refait la même interview dans 30 ans. Oui, exactement. Ce serait cool, vas-y, on l'acte là. On est en 2025, donc en 2055, on se la refait. Ouais, on sera dans notre soixantaine. Ouais, c'est trop cool. Mais qu'est-ce que je disais du coup? Je disais, ouais, d'être entouré de ces gens. Savoir faire la distinction. Tu vois, savoir faire la distinction. Je pense que quand tu avances et que tu acquiers de la maturité, tu sais de plus en plus faire la distinction entre ceux qui sont des alliés ou en tout cas qui ont eux l'énergie de l'allié, même si finalement il n'y aura pas ce rapport d'intimité, et ceux qui potentiellement sont parfois de doux rivaux, hein, des gens que tu apprécieras, mais que tu sens intuitivement que tu ne peux pas donner toute de ton identité, qu'il faut savoir doser. C'est pas de l'hypocrisie, c'est une forme de stratégie pour être heureux, je pense. La vie, elle est stratégique, qu'on le dise, qu'on l'admette ou non, tout n'est pas... En fait, la capacité à l'émerveillement, la capacité à voir la beauté en toute chose, la capacité
c'est pas de la candeur. On a le droit d'être candide. Mais faire une dialectique entre la candeur et le pragmatisme, c'est s'offrir des sommets de beauté qui sont plus assurés, mais qui n'en sont pas moins beaux pour autant, tu vois. Et je pense pas que ce soit cynique. Je pense que c'est une autre façon de construire sa propre liberté, je pense. Ma chère Safia, on arrive au bout de cette émission. C'est passé J'ai l'impression que ça fait 10 minutes. Ah, mais ouais. typiquement, la sensation d'extase, tu vois, qui nous fait un peu oublier le temps qui passe, justement, et quel délicieux moment à tes côtés, vraiment. Moi Je suis aussi. en train de prendre un plaisir assez phénoménal. On a une tradition dans cette émission pour terminer. J'ai une petite pilule d'extase pour toi qui va contenir donc la toute dernière question. Donc c'est Ok. une sorte de petite question. Alors, je ne sais pas si c'est philosophique ou pas, mais... Vas-y, celle-là. Alors, qu'est-ce qui te déclenche de la nostalgie? Qu'est-ce qui te déclenche de la nostalgie? Qu'est-ce qui me déclenche de la nostalgie? C'est quand même raccord, hein. Je ne sais pas, Dieu s'est mêlé à ce moment-là qu'on vient de vivre. Ça s'inscrit complètement dans... Qu'est-ce qui me déclenche de la nostalgie? Tu sais, parfois, tu as le sentiment qu'une vie entière est continue en quelques heures. Tu sais, il y a des sentiments et c'est des souvenirs de certains moments qui peuvent sembler dérisoires parce que ce pas les moments les plus extraordinaires. Tu vois, moi, comme nous tous, j'ai eu la chance de vivre des moments qui relèvent vraiment du grandiose, de l'extraordinaire, où j'ai vécu des choses hors normes et tout. Et ce n'est pas forcément ces moments dont je suis le plus nostalgique. Mais parfois, dans certains micro-moments de mon existence, j'ai été traversée par un sentiment d'immortalité, de quintessence, où vraiment j'avais le sentiment que ma vie entière pour ces quelques heures vécues. Des moments d'alchimie avec un autre être. Des moments où tu as le sentiment que tout est donné, que tout te sera donné. Tu sais, comme la phrase de Scylla, mais en cet instant, le monde est à mes pieds. Ces micro-moments, quand ils me traversent et que je me souviens de la sensation que j'avais dans le ventre, dans le cœur, dans tout mon corps, dans toute ma corporalité et dans ma psyché, là, j'ai de la nostalgie parce que c'est tellement grand, et j'ai envie de les revivre et de rencontrer des chapitres d'existence qui me permettront de le revivre à nouveau. Et je sais que ça arrivera, mais je ne me rendrai pas compte sur le moment. C'est après que je le mesurerai. Et où je m'en rendrai compte, j'en sais rien, mais en tout cas, ce ne sera pas forcément dans le grandiose. C'est juste, le grandiose, il se vit en toi à ce moment-là. C'est quand je me remémore de ce grandiose qui a traversé mon corps. Voilà, je pense que c'est ça, la nostalgie chez moi. Voilà. Et des instants comme si tout était là, en fait. Ouais, et comme si, je te dis, tu sais, tu te dis voilà, j'existe dans une temporalité de quelques décennies, mais c'est pas grave, parce que ces moments-là existent, ou que ces moments ont existé. Moi, je sais que j'ai vécu des moments comme ça où je me disais, waouh, ma vie entière pour ce moment. Juste ça. Eh ben ouais, en fait. Tu sais, quand des gens ironisent en disant « là, c'est bon, je peux mourir », franchement, c'est parce que, non, tu peux pas factuellement mourir. Mais c'est tellement bon de les vivre. C'est ça dont on se souviendra. Et quand on sera vieux, vraiment pour de vrai, pas des gosses de 30 ans qui se disent « oh, j'ai 30 ans », tu vois, genre... J'ai 3 rides. Oui, c'est ça, exactement, tu vois. On se dira « ouais, j'ai vécu ces moments-là où il y a un truc où je volais en moi, et je tombais pas, mais je volais de toutes mes ailes, et elles avaient 1000 couleurs. » C'est de ces couleurs-là dont on se souviendra, et c'est déjà aujourd'hui ce qui me rend nostalgique, et je suis même nostalgique de ce que j'ai pas encore vécu et qui arrivera et qui me fera... Incroyable, qui me fera vibrer, ouais, voilà. Merveilleux. Quel moment transcendant j'ai vécu avec toi. Moi aussi, vraiment, Safia, moi aussi, vraiment. C'était délicieux. Pour moi aussi, c'était génial. Merci pour tes mots. Merci à toi, vraiment. On vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à notre chaîne. On vous embrasse. À très bientôt.